看了录像带之后，我就觉得非常好，我就觉得一遍那个书，但是就是练功，激动的不得了，真的说一个身心的变化。青年教师，是因为后来我看这个书，我开始有的时候假坐在那个车的中。Voici une photo de Monsieur Yu en 1998 à National Square, Washington, D.C., pendant les premières chutes de neige de l'hiver. Il pratiquait le Falun Gong depuis seulement 3 mois. Un jour, un de nos amis pratiquants a pris des photos de nos exercices collectifs. Une photo me montrait appuyant sur mes jambes, car je n'étais pas capable de m'asseoir dans la position du lotus. J'avais besoin d'appuyer sur mes jambes pendant un long moment. Cependant, je savais que le Falun Gong était vraiment très bon. C'est une voie juste. Ma première impression du Falun Gong était qu'il était très positif. C'était ma première impression. Après que les gens ont appris les enseignements et les exercices du Falun Gong, beaucoup étaient inspirés pour commencer la pratique. Mais pour ceux qui venaient de commencer à pratiquer, quel était leur état de santé? Un groupe d'experts médicaux a mené une étude en 1998. L'étude nous a montré les données suivantes. Parmi les 12 000 pratiquants de Falun Gong qui ont participé à l'enquête, 52% étaient âgés de plus de 50 ans et 83% avaient une ou plusieurs maladies chroniques. En moyenne, chaque personne dépensait 1760 yuan par an en frais médicaux. Beaucoup avaient des antécédents de maladies récurrentes qui n'étaient pas guérissables par les médecins. C'est ce qui les a amenés au Falun Gong. J'avais 7 types de maladies. Une maladie coronarienne, une tumeur cérébrale causant un apport sanguin insuffisant, cataracte, syndrome de Ménière et un disque vertébral bombé de la 2e à la 4e vertèbre cervicale. Mon cou et mon corps ne pouvaient tourner que comme une seule ligne droite. Souvent, je me disais que je vivais une vie très misérable. J'étais hantée par l'idée de me suicider. Quel est le plus grand bénéfice que vous avez obtenu de la pratique du Falun Gong? Le plus grand bénéfice, c'est que mon corps a connu des changements fondamentaux de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de pratiquer le Falun Gong, j'avais des problèmes dans tous mes organes internes, jusqu'à l'insuffisance cardiaque. J'étais en train de mourir. Suite à de longues souffrances dues à des maladies, des histoires de guérison miraculeuses qui se sont produites peu après la pratique du Falun Gong étaient courantes parmi les pratiquants. Ces phénomènes extraordinaires suscitaient une profonde réflexion chez de nombreuses personnes. Pendant une longue période, j'ai pris des médicaments et été hospitalisé. Pourquoi cela n'a-t-il pas permis de guérir ma maladie? Mais après 3 mois de pratique du Falun Gong, cela a fait de moi une personne tout à fait en bonne santé. Où est la magie de ma guérison? Moi, en tant que pratiquant de Falun Dafa, en apprenant et en pratiquant les enseignements de Maître Li, j'ai commencé à comprendre la cause fondamentale de la maladie, la manifestation du karma de maladie, et comment s'en débarrasser complètement. Maître Li explique les principes de manière approfondie, et ce sont des principes surnaturels. En ce qui concerne ces principes surnaturels, en tant que pratiquant, y croyez-vous ou non? Si vous y croyez, êtes-vous capable de suivre les exigences de l'enseignement? Si vous le faites, vous pouvez vous débarrasser de votre maladie. C'est ça le miracle. Dans les années 1990, il était courant de voir des pratiquants de Falun Gong s'exercer en plein air malgré les conditions climatiques extrêmes. Leur groupe d'exercice dans de nombreux lieux publics formait une scène unique au petit matin. Si vous ne l'aviez pas vu par vous-même, vous n'auriez pas cru qu'autant de personnes se rassemblaient pour faire ces exercices à 5h30 du matin le 26 août. Même si les images sont devenues floues avec l'usure, l'histoire ne sera pas oubliée. En raison de ses bienfaits miraculeux pour la santé, le Falun Gong s'est rapidement répandu dans tous les coins du pays sans aucune publicité. Le nombre de personnes apprenant le Falun Gong a augmenté de façon spectaculaire. Cependant, la plupart des débutants avaient peu de connaissances de ce qu'était la cultivation. Dans les premiers jours, la plupart de leurs
leur compréhension était de faire les exercices avec diligence. Je faisais les exercices tous les jours. Au début, je ne pouvais m'asseoir qu'avec une seule jambe croisée pendant 5 minutes. Petit à petit, en persévérant à faire l'exercice tous les jours, je pouvais m'asseoir pendant 15 minutes, puis 30 minutes, et plus tard, plus de 40 minutes. Après avoir lu le livre une première fois, je ne l'ai pas relu. Je me suis contentée des exercices. Concernant cette situation, en décembre 1995, M. Li Hongzhi a écrit « Effectuer un rituel pour me demander comme maître, instruisant les disciples à suivre le Fa ». L'article disait « Ceux qui se cultivent réellement sans avoir d'esprit de recherche obtiendront naturellement tous les gongs, tous les Fa, tout est dans le livre. La lecture du Dafa leur fera naturellement les acquérir. Ceux qui l'apprennent connaîtront un changement naturel et automatique en répétant la lecture, ils seront déjà dans le Tao ». Le livre que M. Li Hongzhi a demandé à ses disciples de lire à plusieurs reprises est ce livre appelé Zhuan Falun. Aujourd'hui, les personnes à l'étranger peuvent acheter des livres sur le Falun Gong en librairie ou par téléphone ou les télécharger gratuitement sur Internet. Ils n'ont aucune idée à quel point il était difficile pour les gens en Chine continentale de posséder un exemplaire d'un livre sur le Falun Gong. La ville de Wuhan est située sur les rives du fleuve Yangtze, connue comme le lieu de la grue gracieuse et du nuage duveteux. C'était aussi le principal lieu d'impression des livres de Falun Dafa. Au début de 1995, le livre Zhuan Falun a été publié pour la première fois. Comme l'impression était limitée, 2 personnes devaient se partager un exemplaire. Dans certaines régions rurales éloignées, les livres n'étaient pas disponibles. Ici, nous avons entendu de nombreuses histoires émouvantes de pratiquants qui ont vécu des épreuves pour obtenir des livres de Dafa plus rapidement. Je me souviens d'un jour où j'étais à Xinjiang. Il y avait un pratiquant d'un village de la province du Jiangxi qui avait marché des dizaines de kilomètres jusqu'au quai de Xinjiang, attendant l'arrivée du bateau pour amener les livres du Zhuan Falun. Il y a aussi eu une autre fois, en février 1995, à Nanjing. Il neigeait abondamment et le bateau avait 3 heures de retard. Les pratiquants ont attendu sur le quai pendant 4 heures. Sous la neige épaisse, personne n'est parti. Ils ont continué à regarder la rivière en espérant que le bateau transportant les livres apparaisse plus vite. Quand le bateau est enfin apparu, ils ont sauté et crié « Voilà le bateau! Voilà notre livre !» À cette époque, les gens aspiraient à revenir à leur véritable identité et voulaient simplement s'assimiler à authenticité, bienveillance, tolérance. Ainsi, en plus des exercices quotidiens, les pratiquants ajoutaient la lecture et l'étude du Zhuan Falun pendant leur temps libre. C'est dans ce livre que M. Li Hongzhi a clairement énoncé les facteurs clés pour qu'une personne parvienne à une véritable élévation. Il y a 2 raisons pour lesquelles on n'arrive pas à s'élever dans le Shulian ou cultivation. Si on ne connaît pas un Fa, une loi de haut niveau, alors on ne peut pas cultiver et pratiquer à un haut niveau. Si on ne peut pas accorder de l'importance à la cultivation et pratique de son Xingxing, nature profonde, alors on ne peut pas s'élever. Pour devenir un véritable pratiquant de Falun Dafa, on doit suivre le principe authenticité, bienveillance, tolérance pour élever son Xingxing ou nature profonde. Pour s'élever à des niveaux supérieurs, on doit d'abord se débarrasser des mauvaises conceptions et des attachements formés dans la société dite ordinaire. La vie est remplie de bonheur et de doux moments, ainsi que de colère et de chagrin. Les gens sont tous différents, mais leur destin est similaire. Les gens savent que certaines habitudes et dépendances sont nocives, mais ils ne sont pas capables de s'en débarrasser. Nous savons tous que fumer est dangereux pour la santé. En janvier 1996, la Chine a lancé une campagne contre le tabagisme. La publicité pour le tabac a été interdite à la télévision. 26 villes, dont Pékin, ont adopté une loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Mais cette propagande et ces réglementations ont eu peu d'effet. La consommation de tabac en Chine reste la plus importante au monde, avec plus de 350 millions de fumeurs et une augmentation de 2% chaque année. J'ai fumé pendant 10 ans, 1 à 2 paquets par jour. En outre, j'ai pris une très mauvaise habitude. Une fois que j'avais allumé une cigarette, je fumais cigarette sur cigarette sans pouvoir m'arrêter. Plus tard, après avoir lu le livre, j'ai commencé à comprendre. Je pensais que la vie était imprévisible, courte et pleine d'amertume. Plus tard,
J'ai pensé que je devais juste profiter du moment présent, puisque je ne savais pas quand ma vie se terminerait. Cela montrait en fait un sentiment d'impuissance. La vie était juste comme ça, sans aucun espoir. Mais maintenant, j'ai trouvé ce moyen de cultivation. Pour moi, quelque chose d'impossible devient possible. Une personne est-elle condamnée à être vieille, malade et malheureuse? Dans le passé, je le pensais. Mais maintenant, je pense que ce n'est peut-être pas le cas. Soudain, il y a de l'espoir dans ma vie. J'ai pu facilement arrêter de fumer parce que j'ai vu de l'espoir. Les pratiquants voient le monde, l'univers et la vie d'une toute nouvelle perspective. Cela leur permet de se débarrasser plus facilement des mauvaises habitudes et des dépendances, sans ressentir la douleur et les rechutes précédentes. Leur qualité de vie a subi des changements fondamentaux. Ceux qui ont ressenti l'impact le plus profond avaient autrefois perdu tout espoir dans leur vie. Un jeune enseignant de la région de Maoming était un toxicomane. Il jouait pour acheter de la drogue. Il empruntait de l'argent à ses parents et amis et dépensait tout. Tout le monde avait peur de le voir. Il était maigre et en si mauvaise santé qu'il ne voulait pas vivre. Puis il a eu la chance de rencontrer Dafa. Sous la bénédiction de la puissance de Dafa, il s'est rapidement débarrassé de sa toxicomanie et a arrêté de jouer. Il était une personne complètement changée. Quelques mois plus tard, il a écrit un partage d'expérience. Il a dit que les drogues avaient fait de lui un fantôme, alors que Dafa lui a permis de redevenir humain. Nous avons été très touchés par son histoire. Comme ils commencent à nettoyer leurs problèmes mentaux et physiques, les pratiquants rencontrent des difficultés inattendues dans le premier stade de la cultivation. Beaucoup essaient toutes sortes de Qigong dans leur recherche du vrai sens de la vie. Lorsqu'ils découvrent le Falun Dafa, ils trouvent tout à coup les réponses aux questions qu'ils se posaient sans pouvoir y répondre. Vous pouvez imaginer à quel point ils sont enthousiastes. Comment équilibrer la cultivation et la vie de famille est un grand problème que de nombreux pratiquants peuvent rencontrer dans les premiers stades de leur cultivation. Monsieur Li Hangzhe en a parlé en détail dans ses conférences. Certaines personnes, après avoir appris le Falun Gong ou d'autres exercices de Qigong, ne traitent plus leur fils avec affection. Au lieu de cela, ils traitent leur fils comme un ennemi. Je ne m'occuperai plus de toi, je vais cultiver et pratiquer. Ils se mettent en colère en voyant leurs enfants. Quel genre de pratiquant es-tu? Nous devons traiter les autres avec bienveillance, en toutes circonstances, sans parler de nos proches. Nous parlons de ce principe, c'est-à-dire que nous devons être bienveillants avec tout le monde, avec vos parents, avec votre fils aussi, avec tous, avec tout le monde. Sois bienveillant et attentionné envers les autres, à tous égards. Ton cœur ne sera plus un cœur égoïste et ne se limitera plus à ta famille. Il sera plus général, s'étendant aux autres, à tout le monde, avec compassion. Le professeur dit de regarder à l'intérieur. Je regarde donc à l'intérieur de moi chaque fois qu'il y a un conflit dans la famille. Je peux trouver mes propres attachements et autres problèmes chaque fois. Ma vie de famille s'améliore de plus en plus. Mon mari m'aide maintenant à faire le travail de Dafa également. Regarder à l'intérieur lorsqu'on rencontre un conflit, se demander d'être une meilleure personne, se demander si l'on peut s'améliorer dans la vie de tous les jours et essayer continuellement de s'élever. Les pratiquants ont découvert que leur mentalité était en train de changer petit à petit. Les pensées et les habitudes auxquelles ils étaient autrefois habitués sont progressivement devenues différentes. En faisant l'expérience de changements personnels intérieurs, ils ont commencé à comprendre la signification profonde de la cultivation dans Dafa. Leur environnement devient plus paisible et plus sain. 1997 marque la 20e année d'ouverture de la Chine au monde extérieur. Alors que l'économie progressait, la société connaissait un déclin rapide des critères spirituels et moraux. Corruption, prostitution, gangs mafieux et d'autres problèmes sociaux étaient répandus. Les gens se sont habitués à ces problèmes et allaient même jusqu'à dériver avec eux. Au printemps 1997, dans la ville de Dalian, au nord-est du pays, une grande conférence de partage d'expériences du Falun Dafa a eu lieu. Dans la communauté des pratiquants, la relation entre la perte et le gain est fréquemment évoquée. Parmi les gens ordinaires, on en discute également. Comment nos pratiquants doivent-ils traiter les pertes et les gains? C'est différent des gens ordinaires. Ce que les gens ordinaires veulent, c'est le gain personnel. Et comment vivre bien et confortablement. Nos pratiquants ne sont pas comme ça.
Ce petit garçon de 4 ans est en train de lire un passage sur les principes de gain et de perte. Les pratiquants de Falun Gong les mettent en pratique chaque jour. Nous prenions le bus pour Tianjin tous les jours, pour assister aux conférences du professeur. Tous les sièges étaient libres. Celui qui monte en premier a une meilleure place dans le bus. Ceux qui arrivent après doivent aller dans la section arrière, où les sièges sont plus bosselés. Au début, les gens couraient vers le bus, afin d'obtenir un meilleur siège. Mais plus tard, ce n'était plus le cas. Les gens laissaient les autres passer en premier. Certains s'asseyaient sur les chaises ajoutées au milieu. S'asseoir là était très inconfortable pour un trajet de plus de 2 heures. Tout le monde aurait en principe préféré un siège normal, mais ils voulaient tous que les autres passent en premier. Alors ils ont pris les sièges entre les allées. Cultivé dans l'égarement, il est difficile pour l'homme ordinaire de connaître l'amertume de la cultivation et pratique. Il prend la lutte et la compétition pour du bonheur. Cultivé jusqu'à ne pas laisser un seul attachement. L'amertume passe, la douceur arrive, c'est le bonheur véritable. Élever sa nature profonde, Xingxing, dans l'environnement le plus complexe, parmi le groupe de personnes le plus complexe, c'est l'expérience des pratiquants de Falun Gong en pratiquant cette grande méthode de cultivation. Le village de Luwu, près du district de Zijing, dans la province de Guangdong, est bien connu pour ses larcins. En raison de son bon environnement agricole naturel, le gouvernement local a construit un verger de 99 acres près du village. De façon inattendue, les villageois ont pris le verger comme une source d'argent facile. Quand la saison des récoltes est arrivée, presque toutes les familles sont sorties pour voler les fruits et vendre leur butin sur le marché. Ce problème est devenu le plus gros casse-tête pour les autorités locales. Chaque année, d'importantes ressources étaient dépensées pour protéger le verger. Certains voleurs arrêtés ont même dû défiler publiquement. Malgré cela, les villageois n'arrêtaient pas de voler. Au début de l'année 1998, le Falun Gong s'est répandu dans ce petit village. Sur les 300 villageois, plus de 80 participaient aux études et aux exercices collectifs chaque jour, et ils n'ont plus volé depuis lors. Sous l'influence de ces villageois, les habitudes de vol de tout le village ont complètement cessé. Au cours de l'hiver de cette année-là, les pratiquants représentant le village ont rejoint la conférence de partage d'expériences de cultivation de Falun Dafa du Guangzhou. Ils ont partagé leurs histoires. Auparavant, je ne connaissais pas ce principe, et je pensais que prendre la propriété publique était justifié. Si je ne vole pas, d'autres le feront. Maintenant, je comprends le principe pas de perte, pas de gain. Pour gagner, il faut perdre. Je connais aussi le principe selon lequel les personnes qui font de mauvaises actions obtiennent une substance noire, le karma, et en retour perdent leur précieuse vertu, le te. Un fonctionnaire du gouvernement du canton de Linjiang, profondément touché, a dit « Votre Falun Gong est si bon » et a joué un rôle que même la loi ne pouvait pas faire respecter. Je veux acheter un exemplaire de votre livre pour le lire. Le changement qui s'est produit dans le village de Luwu n'est qu'un aperçu du grand impact que le Falun Dafa a eu sur la société chinoise à cette époque. On disait parmi les pratiquants, faites tout selon les exigences du Xingxing de Dafa. Si ce sont des fonctionnaires du gouvernement, ils doivent être des fonctionnaires travailleurs et honnêtes. Si ce sont des ouvriers, ils doivent être des travailleurs disciplinés. Si ce sont des citoyens ordinaires, ils doivent être des personnes qui sont bonnes pour les autres. Monsieur Li a expliqué le sens profond de ce qui suit quand il est venu pour la première fois enseigner la pratique. C'est ainsi que sont nos élèves après avoir appris notre méthode. Je dis que notre méthode peut avoir cet effet en ce qui concerne la société, de promouvoir une civilisation spirituelle dans la société. Comme nous cultivons et pratiquons dans un fa juste, nous demandons à chacun d'élever son Xingxing. Quand tout le monde commence à faire de même, on arrive nécessairement à ce genre de résultat. Quand j'ai lu le livre, j'ai senti qu'il avait touché mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend à être quelqu'un qui considère les autres en premier, à être désintéressé et à s'investir à fond pour les autres. Il établit également un critère moral très strict appelé authenticité, bienveillance, tolérance. Vous devez cultiver votre cœur en conséquence. Une fois que vous commencez à le cultiver, tout votre cœur se détend et est capable de lâcher prise sur n'importe quoi. Par exemple, il est courant pour les intellectuels d'être attachés à la gloire et à l'intérêt personnel. Ils sont souvent en compétition et se battent pour obtenir une promotion. Ils sont tous comme ça. Après avoir commencé à apprendre ce livre, je suis capable de me défaire de tous ces attachements. On dit qu'on prend du poids quand on est détendu. J'ai pris plus de 10 kilos.
D'une personne ordinaire à un pratiquant, juste comme ça, beaucoup ont commencé un parcours sans précédent sur le chemin pour revenir à leur véritable origine. En 1998, on voyait des pratiquants de Falun Gong partout, dans le nord-est, dans le sud et dans le nord-ouest, à la ville et à la campagne. Ils venaient de la société avec un Xing élevé. Ils ont joué un très grand rôle pour la stabilité de la société et ont élevé le niveau moral de la société. En novembre de cette année-là, M. Li Hongzhi a écrit un poème intitulé « Rire ». Je ris, les êtres s'éveillent. Je ris, la grande loi est transmise. Je ris, le bateau du salut lève l'ancre. Je ris, les êtres ont de l'espoir. Quelle est votre observation concernant justement le chaos qui se produit après la mort de Naël? Alors il y a deux éléments dans votre question qui est fondamental pour nous Français, mais peut-être au-delà de la France pour comprendre ce qui se passe. D'abord, il y a dans notre pays une jeunesse qui n'a pas été prise en charge comme il aurait fallu par l'éducation nationale, laïque et républicaine. Parce que tous les jeunes qui cassent aujourd'hui, ils sont passés par l'école publique. Et qu'est-ce qu'ils cassent? Ils cassent bien sûr les banques, les McDonald's, mais ils cassent aussi la mairie. Ils cassent la mairie dans laquelle on met le tampon sur leur passeport s'ils veulent retourner en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Ils cassent la mairie dans laquelle il y a les services sociaux qui peuvent peut-être aider leurs parents ou qui peuvent peut-être les aider eux à avoir une aide financière ou matérielle ou aider les parents de leurs amis. Ça, c'est le premier problème que nous avons. C'est l'échec de notre éducation nationale qui, maintenant, ne peut plus cacher derrière les bancs de l'école puisqu'on voit dans la rue cette jeunesse écervelée. Ça, c'est cette jeunesse sans culture, sans intelligence, sans critique. C'est uniquement la revanche. Mais la revanche de quoi? Pendant combien de temps? Est-ce que construire le monde, c'est pas mieux que d'être dans la revanche? Et ça complète et ça trouve un assentiment, un support, un soutien de la part des wokistes et de la part de la gauche, qui n'ont toujours pas de projet, ils n'ont pas de vision, ils ne proposent rien. Mais ils laissent le désordre parce qu'ils espèrent qu'ils seront appelés comme une solution pour résoudre le désordre. Alors vous n'entendez pas des gens de gauche pour appeler au calme. Ils préfèrent le chaos parce qu'ils espèrent gagner le pouvoir par le chaos. Et ça, nous sommes quand même quelques-uns en France à prendre conscience de cela. C'est-à-dire tout ce qui se passe actuellement en France, c'est aussi lié au wokisme. Oui, parce que les voix de gauche, si elles n'étaient pas aspirées par le wokisme, qu'elles voient comme une solution pour elles, elles appelleraient au calme. Mais ils n'appellent pas au calme parce qu'ils pensent que ça va participer à leur permettre d'arriver au pouvoir autrement qu'en proposant une vision politique et un projet politique. Pour vous, le wokisme, c'est vraiment une menace pour le monde entier? Le wokisme est une menace pour le monde entier et pour tous les hommes qui ont une histoire, une culture et une religion. Parce que pour moi, un des synonymes de wokisme, c'est négationnisme. Regardez ce que font les wokistes dans les différents pays dans lesquels ils sont. Ils commencent par essayer d'effacer l'histoire nationale. Alors quand on coupe un homme, un citoyen, qui est arrivé dans une terre d'accueil et qu'on essaye de le couper de ses racines, alors on oublie, on veut faire disparaître de lui son tréfonds, sa culture originelle. Et c'est pour ça que je dis que c'est du négationnisme. Et puis sinon, on va exploiter
les tendances, on va essayer de distinguer les gens les uns des autres, c'est-à-dire on va racialiser les rapports entre les hommes. Or, le combat de nos pères, c'est-à-dire de nos parents, des hommes politiques qui nous ont précédés dans la majorité des pays qui ne sont pas des dictatures, ça a été de faire en sorte que nous puissions tous être ensemble, quelle que soit notre origine sociale, mais aussi ethnique, et que un noir puisse parler avec un blanc et qu'il n'y ait plus de mauvaises relations entre les deux. Ça a été ça, et pour toutes, bien sûr, toutes les religions et tous les hommes et toutes les femmes et toutes les races. Et aujourd'hui, le wokisme essaye de racialiser, c'est-à-dire ils veulent nous faire oublier tout ce que nous ont apporté nos pères, nos philosophes dans le passé récent, après les graves guerres, les graves conflits que nous avons pu connaître sur les différents continents. Nous sommes en train de panser nos plaies, nous sommes en train de nous soigner pour apprendre à vivre ensemble. Et voilà qu'arrive une certaine gauche qui veut au contraire séparer les gens, peut-être de façon pire que ce qui était avant. Alors oui, je pousse un cri d'alarme. Et selon vous, est-ce qu'on peut résumer le wokisme comme ça? C'est anti la tradition, anti la religion et aussi anti la culture. Absolument, parce que le wokisme, en fait, sert une idéologie de gauche qui n'a plus de vision, qui n'a plus de projet pour les populations, mais qui veut quand même être au pouvoir. Or, pour être au pouvoir, il faut être élu. Et pour être élu, il faut des électeurs. Donc, on va faire en sorte de chapelliser, c'est-à-dire d'isoler les gens groupe par groupe, et je vais vous faire croire que je vais bien m'occuper de vous, pour que vous votiez pour moi. Et je vais aller voir ensuite les autres. Je vais dire pareil. Mais d'abord, je vous sépare. Et ensuite, je vais préparer aussi les enfants. Je vais leur mettre dans la tête des idées qui ne sont pas en rapport avec l'histoire, qui ne sont pas en rapport avec la culture, qui sont en rapport avec le sexe, avec leur origine, avec la possibilité de changer de sexe. Mais on n'apprend pas ça à un enfant. On apprend à un enfant à communiquer avec ses camarades et ne pas les regarder en fonction de leur couleur ou en fonction de leur sexe et pas en train de se demander « alors moi aujourd'hui je suis un garçon mais demain je voudrais être une femme ». Non, le wokisme c'est contre le pragmatisme. Et nous appelons à appeler un chat un chat. On doit être capable de dire ce que l'on voit, même si nous ne sommes pas contents de ce que nous voyons, peut-être pour le critiquer, mais aussi peut-être pour l'arranger. Or, le wokisme, c'est pas du tout ça son objectif. C'est la destruction de l'homme, c'est la destruction de son libre arbitre, c'est la destruction de sa libre pensée et c'est la destruction de sa capacité d'analyse qui pourrait l'amener à vouloir changer les choses ou faire évoluer les choses. Le but du wokisme, pour faire très très court, c'est de vous vider la tête pour vous la remplir avec de la racialisation, de la revanche et autre chose, et que vous ne soyez plus capable d'avoir un jugement politique digne de ce nom. Donc une fois que les wokistes vous ont utilisé, vous avez voté pour eux parce que vous croyez que vous êtes défendu par eux, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont besoin de vous que pour la prochaine élection. Mais comme ils se seront arrangés par le truchement de l'éducation nationale, ou de certains, de grands nombres de professeurs, de vous vider l'esprit pour le remplir par autre chose, vous n'aurez plus de capacité de jugement et de raisonnement pour construire un discours politique argumenté pour aller contre le pouvoir en place que vous ne voulez plus. Est-ce que c'est possible de donner juste 3 exemples concrets, c'est-à-dire le wokisme s'est bien installé en France? Oui, ça existe bien. Le wokisme est installé en France. D'abord, on n'a jamais discuté autant de race que depuis qu'on a le wokisme. Autre exemple, à l'éducation nationale, à l'école, on n'a jamais parlé de transgenre, de sexe, de LGBT dans les écoles depuis qu'on a le wokisme. Et dernier exemple, puisque vous m'en avez demandé 3, je prendrai un exemple historique si vous voulez bien. Ce sont les wokistes qui vont déboulonner les statues. Nous avons des statues, par exemple, de Napoléon. Encore une fois, on ne peut pas avoir la carrière, le parcours, l'ensemble des actions faites par Napoléon pour construire la France sans avoir jamais fait d'erreur. Mais le wokiste, lui, il va prendre une erreur
Il va oublier tout ce qui a été construit de positif par Napoléon et il va aller la nuit faire un commando pour retirer la statue et casser la statue pour que demain l'enfant ne puisse plus demander à son père « Mais qui est ce personnage ?» Et le père aurait pu raconter « C'est Napoléon, il a fait ci, il a fait ça ». Cette façon d'effacer l'histoire commune, c'est une des parties visibles du wokisme et c'est un grand danger car vous et moi, nous avons notre culture, nos traditions et aussi notre imaginaire. Et il faut que nous puissions boire un verre si nous avons envie et peut-être rêver à voix haute et les yeux ouverts. Avec le wokisme, vous ne pouvez plus. Si vous voulez dire le monde entier, qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce que vous résumez la situation actuelle? Ce qui se passe en France, c'est que nous avons un effondrement des esprits, nous avons un effondrement de l'intelligence collective, nous avons un effondrement de l'intelligence populaire. J'en veux pour preuve que maintenant, il est de plus en plus difficile de se parler. Moi, avec le discours que je vous tiens, je suis qualifié par les wokistes et par les gauchistes d'extrême droite, de fasciste. En fait, on veut me mettre de l'autre côté pour que je ne puisse plus parler. On veut faire de moi quelqu'un d'indigne. C'est en ça que le wokisme nous montre déjà les signes avant-coureurs de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dictateurs. Je me rends compte que c'est de plus en plus difficile d'aller au fond des sujets. On ne peut plus polémiquer, on est tout de suite catégorisé. Alors oui, je suis un peu affolé parce que je crains que le personnel politique ne soit pas à la hauteur. Je crains que l'éducation nationale ne soit pas à la hauteur. Elle est à la hauteur de ses objectifs, mais elle n'est pas à la hauteur des objectifs de l'État, à la hauteur des objectifs de la nation. Je suis très inquiet parce que je vois comment la justice fonctionne et qu'il n'est pas bon d'être de réputation de droite et d'arriver face à la justice. Est-ce que pour vous, quand même, l'espoir est là? Parce que j'entendais aux États-Unis, la marque bière, le bière s'appelle Budweiser. Budweiser, oui. C'est ça, Budweiser. Comme il a fait la promotion de LGBT, du coup maintenant c'est coulé, c'est-à-dire les gens n'achètent plus leur bière. Tant mieux, ouf! Alors voilà, vous venez quasiment de répondre à la question que vous m'avez posée. Oui, bien sûr qu'il reste de l'optimisme. Bien évidemment que nous allons gagner cette guerre. Parce que c'est une guerre larvée intellectuelle qui ne dit pas son nom. Mais nous allons gagner parce que nous avons raison, simplement parce que nous sommes pragmatiques, simplement parce que nous racontons ce que nous voyons. Nous osons dire ce que nous voyons. Les wokistes, non. Les wokistes ne construisent rien, ils détruisent tout. Nous sommes dans un creux de vague. Nous sommes dans une situation, au niveau national, très difficile, vraiment presque angoissante. Mais non, nous n'avons pas perdu. Il y a quand même des gens qui se présentent, qui ont une compréhension claire des choses et qui sont respectueux de tout le monde et qui sauront relever le pays. Mais c'est vrai, la France est très très malade en ce moment, très malade. Alors, comment ça se passe? Quel est l'agenda du wokisme? L'agenda du wokisme, c'est de commencer à prendre en main les esprits, les cerveaux de nos enfants. Ce n'est pas un hasard, et je le répéterai, même si je choquerai, que le wokisme se substitue à ce qui fut la pensée sociale de gauche. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a plus de pensée sociale cohérente, pragmatique. Il n'y a qu'un objectif qui est celui d'obtenir le pouvoir sans projet politique. Alors, on va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne les regardent pas à leur âge. On va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne se posent pas
à leur niveau de scolarité. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus la place pour l'enseignement dont nous avons eu la chance de bénéficier. Nous avons pu apprendre à parler la langue du pays qui nous accueillait. Nous avons pu apprendre des chansons. Nous avons pu apprendre son histoire d'une façon relativement simple, mais c'est ça qui peut-être a donné envie à certains d'entre nous de poursuivre dans des carrières intellectuelles, culturelles. L'école doit nous ouvrir au monde et pas nous terrasser avec des questions qui nous dépassent. J'en veux beaucoup à cette gauche qui est indigne de ses pairs parce que justement, elle n'a plus de projet, elle n'a plus de vision. J'en veux beaucoup à cette gauche qui pollue les esprits pour occuper le pouvoir, mais pour en faire quoi? Après avoir occupé les esprits des enfants, après avoir intoxiqué les esprits des enfants, eh bien cette gauche, on en retrouve des acteurs dans les médias. Et c'est comme ça que vous avez probablement remarqué que la moindre citation, la moindre contestation d'un fait avéré, mais qui émane d'un wokiste, est repris par une grande majorité de médias. Pas uniquement les journaux, pas uniquement les radios, pas uniquement les télévisions, par quasiment l'ensemble des médias. Et un des problèmes auxquels nous commençons à être confrontés, c'est justement que notre voix, celle du pragmatisme, de l'histoire, de l'humain, n'est plus entendue. On entend de moins en moins la vérité pragmatique des faits qui se sont déroulés. Nous n'avons maintenant quasiment plus de journalistes. Nous avons des militants d'une cause qui nous donnent le reflet de ce qui s'est passé uniquement par le prisme de leur idéologie. Nous sommes en train, nous qui ne sommes plus des enfants, qui sommes des gens raisonnables, qui sommes engagés dans la vie professionnelle, qui sommes capables de jugement, nous sommes en train d'être vidés de nos flux d'informations, de culture, qui nous racontait et qui devrait encore nous raconter le monde pragmatique dans lequel nous sommes. Avec, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr des problèmes. Quelle vie, quel humain, quel homme, quelle femme, quel pays, quelle nation, quelle entreprise, quel système ne rencontre jamais de problème. Certains parmi nous pratiquent un sport de temps en temps, on est moins bon, on a un problème, on a une crampe. Il est normal d'avoir des problèmes. Notre intelligence collective, issue de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est de savoir analyser le problème, c'est de savoir poser les éléments afin d'en trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, le wokisme ne nous propose pas de solution. Il veut nous imposer un système de pensée unique. Il veut nous catégoriser en deux. Les bons, les wokistes, ceux qui auront la tête truffée de choses qui ne sont pas vraies ou qui n'aideront pas à résoudre les problèmes réels. Et puis les autres, qui sont, vous l'avez remarqué, entendus dans nos pays respectifs, dès que vous n'êtes pas d'accord avec les wokistes, vous êtes d'abord d'extrême droite, ensuite vous êtes un dictateur potentiel, vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Mais de qui se moque-t-on? Et de quoi? Qu'est-ce qu'on nous propose, si ce n'est maintenant de nous expliquer que le blanc est noir, le noir est blanc, la vérité est fausse, et ce qui était mensonge devient vérité? C'est ça qu'on est en train de nous proposer. Je crains que si nous ne laissions agir les wokistes de par le monde, ils vont réussir à donner raison à Orwell, qui nous avait expliqué que la sémantique allait glisser vers d'autres sens et que bientôt nous ne pourrons même plus parler à nos petits-enfants, car par leur école, par leurs études, par ce qu'ils entendront dans les médias de leurs professeurs, sans capacité de décrypter
d'avoir des parents qui nous ont permis d'apprendre, de comprendre ce que nous entendions, ce que nous vivions. Et c'est ce qui fait de nous des citoyens critiques. Eh bien, le wokisme a pour objectif de saper cet esprit critique, de façon à ce que les cerveaux à venir, qui sont déjà de moins en moins remplis, regardez tristement ce qui nous arrive à nous en France en ce moment, qui sont ces gens qui, dans une banlieue défavorisée, étant défavorisés eux-mêmes, s'en prennent aux écoles, aux mairies qui abritent les services sociaux. Ces gens n'ont déjà plus de réflexion. Mais ce n'est peut-être pas de la faute des wokistes. Les wokistes n'ont rien fait pour les aider. Quand je dis les wokistes, je pense toujours à la gauche, parce que ces gens-là, que moi j'appelle racailles, ils sortent quand même de l'école nationale. Et dans mon école nationale, dans ma France chérie, même si ma France chérie a enfanté de Vichy que je n'oublie pas, je sais que l'école publique et laïque et républicaine ne devrait pas vider les esprits des jeunes à ce point. Ce que je vous dis, c'est que je suis déjà en train de pousser un cri d'alarme pour vous dire que le wokisme n'est pas encore intégralement installé, que nous avons déjà une bêtise profonde qui occupe de plus en plus d'espace dans nos pays respectifs, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, et hélas peut-être demain, que ce soit aussi dans d'autres pays qui subissent d'autres affres tels que la dictature. Alors, le wokisme va réussir à détruire ce que nos pères ont construit de génération en génération. Et c'est pour cela que je voudrais remercier Randy, au-delà de la commémoration de cet événement historique, d'avoir accepté d'initier ce cycle de réflexion sur le wokisme. Parce qu'au-delà de la réflexion, nous devons savoir que nous aurons un combat politique, intellectuel, moral, pratique et certainement physique à mener sur le terrain. Car les wokistes veulent le pouvoir. Et ce que nous voyons du wokisme aujourd'hui n'est que l'aboutissement de nombreuses années de travail souterrain. Croyez-vous que tout ce qui touche au racialisme, à l'éducation, au traitement des données dans les médias, soit le fruit d'un claquement de doigts d'une seconde à l'autre? Bien sûr que non. Nous subissons aujourd'hui, nous commençons à subir aujourd'hui ce qui se construit en réalité depuis plusieurs années. Mais nous étions accaparés par notre vie citoyenne, par maintenir les démocraties dans lesquelles nous vivons, par maintenir aussi nos activités familiales, professionnelles. Alors, nous étions des citoyens du monde libre, heureux, confortablement installés. Et nous nous sommes offerts le luxe de ne pas comprendre tout de suite ce qui se construit depuis une bonne dizaine d'années déjà. Je vais faire un petit focus, si vous permettez, sur ce qui s'est passé en France et à partir de quel moment j'ai considéré que le wokisme devenait un acteur indispensable à la gauche. En 1981, le premier président socialiste est élu, il s'appelle François Mitterrand. Je ne vais pas revenir sur son parcours politique qui commence à l'extrême droite et contre la France. Mais il arrive président, élu par des gens de bonne volonté, et entre autres par un monde ouvrier qui avait peut-être certainement besoin d'une représentation toute légitime que je ne saurais critiquer. Mais en 1983, le pragmatisme rattrape la gauche. Il y a toujours un problème entre la gauche et le pragmatisme, de toute façon. Un peu comme il peut y avoir un problème entre la poésie et un esprit cartésien. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Alors la gauche est rattrapée par des réalités économiques qui vont avoir un impact sur le social en 1983,
Il faut dévaluer. Alors quand on dévalue, globalement, on a un pouvoir d'achat qui se réduit. Et les ouvriers n'aiment pas ça. Et ils ont raison. À côté de ça, il y a un autre phénomène qui commence à partir de 1981. Et je voudrais insister auprès de vous pour bien vous faire comprendre et vous dire les yeux dans les yeux que je ne suis pas quelqu'un de raciste, mais une immigration incontrôlée visant à faire venir dans votre pays plus de gens que de raisons et qui aurait une culture qui ne serait pas la vôtre, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Un homme politique de gauche s'en est très rapidement rendu compte. Il s'appelait Georges Marchais. Il a dit qu'il était contre l'immigration massive parce qu'elle allait porter préjudice aux ouvriers français. Mais il a été immédiatement poussé vers la porte et on n'a plus entendu parler de lui. Si vous avez une maison, vous allez très vite comprendre ma métaphore, et que vous êtes généreux, par votre culture, par votre religion, simplement par qui vous êtes. Vous allez accueillir une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis un jour, ces 3 personnes vont venir vous voir en même temps pour vous demander d'en accueillir 2 autres. Vous allez peut-être faire un effort supplémentaire, mais vous commencez à ne plus être chez vous. Et puis un beau jour, ces 5 ou 6 personnes en vont venir d'autres, et puis les enfants sont pas très propres, ils commencent à salir votre tapis. Ils commencent à ne plus respecter votre silence, votre matériel, vos bibelots, vos tableaux. Eh bien, vous ne serez plus d'accord pour accueillir ces gens. Vous ne serez plus d'accord pour les garder chez vous. Eh bien, c'est ce qui se passe dans certains de nos pays. Nous avons été accueillants plus que de raison. Nous, en France, vous n'avez même pas besoin d'avoir cotisé pour pouvoir envoyer vos enfants à l'école gratuitement, être soignés gratuitement, pouvoir vous déplacer gratuitement, même si vous n'avez jamais payé 1 euro d'impôt. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde, ça? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que nous sommes pragmatiques et que nous voyons le résultat. Le résultat, c'est que quand vous êtes trop gentil avec des gens qui ne vous respectent pas, ça ne peut pas fonctionner. Vous croyez que je m'éloigne du wokisme, mais pas du tout. Parce que le wokisme, c'est l'irrespect de ce que je suis, c'est l'irrespect de ce que nous sommes, et c'est l'irrespect de nos histoires, avec les bons et les mauvais épisodes, qui sont quand même constitutifs de notre façon d'aborder les sujets aujourd'hui. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous restiez très très attentifs à ce qui nous attend, car, je vais oser le mot, je crois que nous sommes confrontés à une guerre qui ne dit pas son nom et qui ne dira jamais son nom. Il nous faut très vite comprendre, rattraper notre retard et nous mettre en avant et ne plus être tolérants et savoir réagir quand nous entendons des contre-vérités, quand nous avons parmi nos relations, parmi nos enfants, des gens qui manquent de pragmatisme, qui ne sont plus capables de dire ce qui est. Il est maintenant de notre devoir impérieux de réagir. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que nous nous retrouverons au cours de ce cours. Un chirurgien chinois a été banni d'une école de médecine en France en raison de son rôle présumé dans les prélèvements forcés d'organes orchestrés par Pékin. Un événement encourageant à quitter le Parti communiste chinois a récemment été organisé aux États-Unis. La saison des inondations bat son plein en Chine. 50 rivières sont à risque. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un chirurgien chinois a été banni d'une école de médecine en France. Cette décision est motivée par son rôle présumé de médecin tueur. Il est soupçonné d'avoir aidé Pékin à tuer des prisonniers pour leur faire subir des prélèvements forcés d'organes. La Chine est considérée comme le principal responsable du trafic d'organes humains.
Il y a 2 ans, la Coalition internationale pour mettre fin aux abus de transplantation en Chine a averti l'Académie nationale de médecine de France qu'elle soupçonnait fortement l'un de ses membres honoraires, le chirurgien chinois Jiang Shusen, d'être impliqué dans des transplantations d'organes contraires à l'éthique. L'Académie a finalement répondu. Ils ont envoyé un courrier dans lequel ils ont dit que le fait que les médecins Jiang Shusen soient impliqués dans des recherches scientifiques utilisant des organes non éthiques et tous les autres faits que nous avons exposés dans notre courrier, nous avons décidé de bannir ce médecin de l'Académie nationale de médecine. Shusen a réalisé des milliers de greffes de foie et est le président du premier hôpital affilié à l'école de médecine de l'université du Zhejiang en Chine. Des appels téléphoniques passés sous couverture à l'hôpital ont révélé que le régime chinois s'en servait comme base pour prélever illégalement des organes sur des prisonniers de conscience. Selon une enquête indépendante menée par le China Tribunal, basé à Londres, jusqu'à 90 000 transplantations sont effectuées en Chine chaque année. La majorité d'entre elles sont effectuées sur des pratiquants de Falun Gong de leur vivant. Et en plus, le cas spécifique de la Chine, c'est qu'il s'agit de personnes vivantes. On ne parle pas des personnes qui sont en état de mort cérébrale. C'est vraiment des personnes vivantes qu'on va tuer pour prélever leurs organes et les vendre aux patients qui attendent une greffe. Le cas de Shusen soulève un autre point, les partenariats des hôpitaux français avec la Chine. Par exemple, ici en France, nous voyons que les hôpitaux français signent avec des partenariats avec des hôpitaux chinois. Les techniques que nous, ici en France, on va transmettre aux médecins chinois seront utilisées pour réaliser des greffes non éthiques. Donc en fait, c'est là on est indirectement complice de crimes contre l'humanité. Des chirurgiens français et d'autres pays ont aidé la Chine à développer son industrie de transplantation d'organes. Des célébrations ont commencé dans toute la Chine, marquant le début du mois de juillet. Pour le Parti communiste chinois ou PCC, le 1er juillet est l'anniversaire de sa fondation. Mais un groupe de défenseurs des droits humains a décidé de donner une autre tournure à ce jour férié en le baptisant Journée pour quitter le PCC. Plusieurs manifestations de ce type ont déjà été organisées dans le monde. Cette année, le 28 juin était un jour un peu spécial pour Nassau, un comté de Long Island situé à l'ouest de New York. Cette journée a été baptisée Journée du mouvement Tweedang dans le comté de Nassau. Le terme Tweedang fait référence au fait de se retirer du Parti communiste chinois et de ses 2 organisations affiliées, la Ligue de la jeunesse communiste et les jeunes pionniers communistes. À ce jour, plus de 400 millions de Chinois se sont joints à cette initiative. De plus en plus de gens ont clairement reconnu l'essence du PCC, ils ont vu que le mauvais gouvernement du PCC est la cause première de ce désastre. Puis ils ont rejeté le PCC, ils ont quitté le PCC et ils ont acquis une nouvelle vie pour eux-mêmes. Cette année, depuis le 1er juillet, la crise à laquelle est confronté le régime du PCC est sans précédent. La proclamation du comté de Nassau applaudit la cause en tant que mouvement non violent émergent en Chine. Le mouvement a également désigné le 1er juillet comme journée mondiale annuelle de Tweedang. Il s'agit de la même date que celle utilisée par le PCC pour commémorer sa création. Des célébrations marquant la journée mondiale de Tweedang ont eu lieu au cours du week-end. Des convois de voitures recouvertes de slogans sont apparus dans les rues de la vallée de San Gabriel, à Los Angeles, le quartier chinois le plus dense du sud de la Californie. Chaque voiture, camionnette et camion était couvert de bannières dénonçant le PCC en mandarin et en anglais. Et à New York, des militants des droits de l'homme ont organisé un rassemblement anticommuniste et anti-infiltration à Flushing pour dénoncer les crimes du PCC. Les militants ont également mis le feu au drapeau national du PCC. La force réelle d'un parti politique ne réside pas dans son nombre de membres. Plus il compte de membres corrompus, plus son pouvoir est faible et plus sa crise intrinsèque est importante. Le mouvement pour démissionner du PCC a commencé en 2004, lorsque l'édition chinoise du journal The Epoch Times a publié pour la première fois une série d'éditoriaux intitulée « Les 9 commentaires sur le Parti communiste ». Cette série montre l'histoire et la nature du PCC. Elle met en lumière ses doctrines de destruction des traditions et de lutte violente. Un centre de service mondial situé à Flushing aide désormais les gens à quitter le PCC sous des pseudonymes pour des raisons de sécurité. Voici ce qu'une personne qui a récemment quitté le PCC a écrit sur le site web du centre. Chaque année, le 1er juillet marque l'anniversaire du Parti communiste, ainsi qu'un jour de souffrance pour notre peuple.
Vladimir Poutine a fait une apparition publique cette semaine, sa première depuis la mutinerie de Wagner. L'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, a tenu une réunion virtuelle mardi. La Chine et la Russie dirigent cette organisation. Au cours de la réunion, le dirigeant chinois Xi Jinping s'est adressé aux États membres, manifestant son opposition à ce qu'il appelle une révolution de couleur. Révolution de couleur est un terme utilisé pour désigner les mouvements de protestation contre les dictateurs ou les régimes autoritaires. Xi Jinping a également exhorté les États membres à renforcer leur solidarité et s'est engagé à offrir environ 3,4 milliards d'euros pour soutenir l'Asie centrale. Outre Pékin, l'Inde joue également un rôle majeur. Le mois dernier, Narendra Modi a effectué une visite à Washington où il a été accueilli en grande pompe. Washington cherche à renforcer la coopération avec le nouveau pays le plus peuplé du monde. Toutefois, l'une des principales raisons est de contenir la Chine communiste. À noter que l'Iran vient de rejoindre l'OCS, dont il devient le 9e membre. La Russie demande également à ce que le Bélarus, l'un de ses principaux alliés, en fasse partie. Aucun des membres de l'OCS n'a condamné la guerre de la Russie en Ukraine. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier mes collègues des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai qui ont exprimé leur soutien aux actions menées par le gouvernement russe pour protéger l'ordre constitutionnel, la vie et la sécurité des habitants. L'OCS est considéré par l'Occident comme l'un des outils de Pékin utilisés pour rallier les pays autoritaires contre des organisations telles que l'OTAN et pour l'aider à prendre la tête de l'Asie centrale et de la région Indo-Pacifique. La saison des inondations commence à frapper la Chine. De fortes pluies engorgent les régions et provoquent des glissements de terrain, causant des dégâts considérables, et s'ajoutent au bilan déjà lourd de l'ère post-pandémique en Chine. Un bureau local a récemment lancé une alerte signalant de graves inondations issues de 50 rivières réparties dans 9 provinces. Les glissements de terrain qui en ont résulté ont contraint plus de 900 personnes à évacuer. Dans la province du Hunan, au sud de la Chine, plus de 10 000 personnes ont été contraintes de se réfugier sur des terrains plus élevés. Environ 2300 habitations ont été endommagées et de vastes étendues de terres agricoles ont été submergées. Les pertes sont estimées à près de 80 millions d'euros. Pendant ce temps, en Chine centrale, une ville est aux prises avec l'inondation la plus grave qu'elle ait connue depuis 50 ans. Les rues et les résidences ont subi le plus gros des dégâts. Depuis la fin du mois de juin, des pluies quasi constantes se sont accumulées et ont créé de forts courants fluviaux. Aujourd'hui, jusqu'à 11 provinces s'attendent à de nouvelles pluies diluviennes dans les jours à venir. Une grande partie de la Chine devrait être touchée, en particulier les régions humides du sud du pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.